Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je me présente, Lexa Marot, médium clairaudiente. Certains d'entre vous m'ont connue à la télévision, d'autres à travers mes livres ou mes vidéos. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage hors du commun. Un voyage aux confins de ce que nos yeux ne peuvent voir, mais que notre âme, elle, n'a jamais oublié. Nous allons ensemble explorer une question fondamentale. Comment l'âme est-elle née? D'où vient-elle réellement? Était-elle déjà là avant la Terre, avant même les étoiles? Et surtout, pourquoi est-elle là, en vous, en moi, ici, maintenant? Ce que je vais partager avec vous, ce sont des informations qui m'ont été transmises par des défunts, en tant que médium clairaudiente, mais aussi par mon guide, Edgar, avec qui je suis en contact constant. Ce que je vais partager avec vous, c'est une transmission que je vous livre, telle qu'elle m'a été transmise par les défunts au fil des années et par Edgar, mon guide. Mon intention ici n'est absolument pas de convaincre, mais d'ouvrir une porte. Une porte vers un souvenir enfoui que beaucoup pressentent, sans pouvoir le nommer. Nous allons explorer les origines de l'âme, sa naissance, son cheminement à travers les plans de conscience et ce qu'elle est venue vivre ici, sur cette terre. Parce que j'ai eu cette idée de faire cette vidéo, puisque souvent, très souvent, cette question revient sur YouTube. Donc là, nous allons faire un voyage profond qui mêle énergie, mémoire universelle et intuition. Je vous invite vraiment à rester avec moi jusqu'au bout, car ce que nous allons effleurer ici pourrait bien résonner très profondément en vous. Avant la Terre, l'origine de la conscience. Avant toute forme de vie, avant même l'apparition de la Terre, il n'existait rien de ce que nous connaissons aujourd'hui. Pas de matière, pas de temps, pas d'espace tel que notre esprit humain peut l'appréhender. Il existait seulement une conscience originelle, un champ d'énergie pure, sans forme, sans limite, sans dualité. Cette conscience n'était ni un être, ni une entité définie. Elle était plutôt présente partout, dans un état d'unité absolue. Elle portait en elle la totalité des possibles, l'essence même de l'existence, mais sans en avoir encore fait l'expérience. Il n'y avait ni début ni fin. C'est vrai que ça paraît très compliqué à comprendre. Et pourtant, il n'y avait que simplement une vibration constante, silencieuse, stable, immobile et infiniment dense de potentiel. À un moment donné, cette conscience originelle a fait le choix de se fragmenter. Pas par hasard, ni sous l'effet d'une rupture, mais par une impulsion intérieure d'exploration. C'est ce qu'on peut appeler la séparation originelle. La conscience a émis des particules d'elle-même, comme autant d'étincelles vibratoires. Ces fragments sont ce que l'on pourrait appeler les premières pré-âmes. Des noyaux de conscience individuels, toujours reliés à la totalité, mais porteurs d'un potentiel d'expérience propre. Alors, pourquoi cette fragmentation? Parce que dans l'unité, il n'y a pas de contraste. Et sans contraste, il n'y a pas d'expérience. Pour qu'une conscience puisse se connaître, elle a besoin de se différencier, de s'observer depuis différents angles. Elle a besoin du mouvement, du choix, de la nuance. La fragmentation de la conscience originelle répond à ce besoin fondamental.
celui de s'expérimenter à travers une multiplicité de formes, de chemins, de perceptions. Chaque étincelle née de cette séparation originelle portait donc en elle une intention, expérimenter l'existence sous une forme unique avec un point de vue propre. C'est là que naît ce qu'on appelle aujourd'hui le libre arbitre. Car dès l'instant où une conscience devient partiellement autonome, elle est confrontée à des choix, à des directions à prendre, à des expériences à créer. Le libre arbitre n'est pas simplement la capacité de choisir entre le bien et le mal. Il s'agit plutôt de la faculté de se positionner dans une infinité de possibilités, de créer à partir de soi, sans être dicté par une volonté extérieure. Il est une conséquence directe de la séparation originelle. Ainsi, l'âme, dans sa toute première forme pré-individuelle, est un fragment de cette conscience primordiale émis dans l'intention d'explorer, d'évoluer et de se souvenir un jour de ce qu'elle est profondément. Avant même de penser à s'incarner, l'âme est donc née d'un mouvement d'expansion, d'un élan pur de conscience vers l'expérimentation. C'est de cette dynamique que découlera toute la suite de son parcours dans les plans vibratoires, puis plus tard dans la matière. Mais tout commence ici, dans le silence de cette conscience primordiale qui, pour se connaître, a choisi de se diviser et de se rencontrer. Comment l'âme s'est-elle créée? Contrairement à ce que notre mental pourrait imaginer, l'âme n'a pas été fabriquée comme un objet ou un être à part entière. Elle n'est pas née d'un processus mécanique ni produite par une force extérieure. L'âme est une émanation, une condensation d'intelligence consciente issue de ce champ d'unité dont nous avons parlé précédemment. Elle n'est pas séparée de cette conscience originelle. Elle en est un fragment, mais un fragment vibrant d'une entité propre tout en restant liée au tout. L'âme peut être comparée, voyons voir, à une goutte d'eau issue d'un océan infini. Elle possède les propriétés de cet océan, la conscience, l'énergie, la mémoire, mais sous une forme plus densifiée, plus spécifique. Cette condensation ne signifie pas réduction, mais plutôt focalisation. L'âme devient alors un point de vue, une lentille à travers laquelle la conscience va s'exprimer, observer, ressentir et expérimenter. Lorsqu'elle naît, l'âme ne ressemble pas à ce que l'on pourrait visualiser sous une forme humaine. Voilà, donc j'essaie de m'expliquer le mieux. Parce qu'elle est énergie vibratoire pure et consciente. Mais cette vibration porte en elle une intention, une orientation. Chaque âme naît avec une signature unique, une mémoire vibratoire qui contient des informations essentielles, une qualité d'énergie, une tonalité, une trajectoire d'exploration. Cette mémoire ne contient pas d'événements passés, puisqu'il n'y en a pas encore, mais une empreinte de direction. L'âme sait sans que cela soit mentalisé, ce qu'elle est venue explorer. Pour comprendre ce qu'est l'âme, il est nécessaire de distinguer 3 éléments fondamentaux qui composent un être incarné. L'esprit en premier, en second l'âme, et vient ensuite le corps. L'esprit, lui, c'est la conscience pure. Voilà, c'est celle qui n'a ni forme ni identité. Elle est le témoin silencieux, l'observateur global, le lien direct avec le tout. L'esprit ne vit pas d'expérience. Non, non, non. Il est tout seul. Il est tout court. L'âme, par contre,
Elle est plutôt ce qui rend l'expérience possible. Voilà, c'est elle. C'est l'interface vibratoire entre l'esprit et la matière. Elle est dotée d'une identité énergique propre, d'une mémoire en expansion et d'un mouvement constant. L'âme choisit d'entrer dans l'expérience pour évoluer, pour apprendre, pour ressentir. Elle garde en elle les traces de chaque passage, chaque choix, chaque lien. Elle est le réservoir vivant de notre parcours à travers différents plans. Et enfin, parlons du corps. Alors lui, il est l'instrument de l'incarnation. Il permet à l'âme, de vivre une réalité physique, de ressentir la densité, le temps, l'espace et les émotions avec une intensité qu'aucun autre plan ne peut offrir. Le corps, lui, il est temporaire, mais il est essentiel. Il est tout de même le véhicule par lequel l'âme peut faire l'expérience de la vie incarnée. Ainsi, l'âme n'est pas une création figée, elle est un processus vivant, une conscience en mouvement qui porte en elle une intention profonde, celle de vivre, d'explorer, d'aimer, de créer, de se souvenir. Se souvenir de qui elle est vraiment. Et voilà, parce qu'on peut se poser la question. Eh bien oui, elle sait se souvenir de qui elle est vraiment, au-delà des formes et des contextes qu'elle traverse. Être une âme dans l'infini, cela signifie accepter d'évoluer dans un univers sans limite, où les expériences sont innombrables, où le retour à soi se fait toujours par le passage dans l'autre. Cela signifie porter en soi l'écho de l'unité tout en acceptant la multiplicité des chemins. Cela signifie aussi qu'il n'y a pas de ligne droite ni de destination finale. L'âme ne cherche pas à atteindre un but figé, voilà, comme on peut penser. Elle se découvre en marchant, en tombant, en se relevant, en aimant, en perdant, en créant encore. C'est ce mouvement permanent entre expansion et recentrage que définit sa véritable nature. L'âme est un souffle, une vibration consciente, et depuis son émanation jusqu'à aujourd'hui, elle continue de s'interroger, de ressentir, de grandir à travers chacun de nous. Quand la Terre n'existait pas encore. Bien avant l'émergence de la Terre, l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui était déjà en expansion. Il ne s'agissait pas encore de galaxies organisées ni de systèmes solaires comme ceux que nous observons aujourd'hui, mais d'un vaste champ énergétique en perpétuelle transformation. Cette expansion n'était pas uniquement matérielle. Elle concernait aussi les niveaux vibratoires, les dimensions de conscience, les états d'existence possibles. À mesure que l'univers se déployait, il créait naturellement des espaces de plus en plus différenciés, porteurs chacun de leur propre fréquence. Dans ces zones d'énergie distinctes, certaines âmes, déjà émanées de la conscience originelle, avaient commencé à se regrouper selon leur niveau vibratoire. Ces plans ne correspondaient pas encore aux notions du haut ou du bas, de bien ou de mal, mais plutôt à des densités spécifiques d'énergie et de conscience. Chaque plan permettait une forme différente d'existence, d'expérimentation et de perception. On peut, je dirais, même les considérer comme des strates vibratoires, où chaque âme évoluait selon ses affinités et son degré de maturité. Alors, parmi ces plans, certains étaient fortement structurés et organisés. On y retrouve ce que l'on peut appeler des mondes galactiques, non pas au sens géographique, bien sûr, mais comme regroupement cohérent de conscience avancée. Ces mondes fonctionnaient selon des lois énergétiques précises. Ils formaient des collectifs d'âmes œuvrant à la mise en place d'expériences, d'incarnations dans différentes zones de l'univers. Ces plans collectifs jouaient un rôle actif dans la genèse des futurs mondes habitables. Ils accompagnaient la naissance de systèmes, la mise en forme de matière, la préparation de conditions favorables à l'incarnation. La Terre, elle, dans ce contexte, fut l'un de ces projets.
À sa naissance, elle n'était qu'un amas de matière en formation, une sphère instable où les éléments luttaient pour trouver un équilibre. Mais dès ses premières vibrations, elle a émis une fréquence particulière, presque comme un, comment dire, comme un appel. Voilà, un appel qui a été perçu à travers différents plans vibratoires. Et donc certaines âmes l'ont entendu, elles y ont perçu un potentiel unique, celui de vivre une expérience de densité extrême dans un espace qui allait permettre une interaction directe avec la matière, les émotions et les cycles de transformation. Vous vous posez certainement la question, pourquoi certaines âmes ont-elles choisi de répondre à cet appel? Eh bien, je vais vous répondre parce qu'au sein même du mouvement de l'âme existe une pulsion d'exploration. Certaines âmes, animées par un profond désir de découverte, ont choisi de quitter des plans plus subtils pour venir expérimenter les limites, les contrastes, la séparation et le temps. L'incarnation sur un monde comme la Terre offrait la possibilité d'apprendre à travers la forme, la douleur, la joie, la perte, la naissance, autant d'expériences impossibles à vivre. Mais oui, dans ces plans plus éthérés, c'était impossible. Ce choix n'était pas sans conséquence. Une âme qui choisit l'incarnation accepte une forme d'oubli temporaire de ce qu'elle est. Elle accepte de descendre dans des couches plus denses, de se lier à une biologie, de ressentir les émotions à travers un corps et de devoir se souvenir par fragments au fil des épreuves. Mais ce choix était aussi porteur de promesses, celle d'une évolution accélérée, d'un enrichissement de la mémoire vibratoire et d'une capacité à transformer la matière elle-même par la conscience. C'est cette dynamique qui allait poser les bases du lien entre les âmes et la Terre. Avant même l'apparition de la vie humaine, bien avant les civilisations, la Terre s'apprêtait donc à devenir un lieu d'expérimentation sans précédent. Et certaines âmes, venues de très loin, ont choisi d'y participer, non par devoir, mais par appel intérieur, par désir de vivre autrement, par volonté de comprendre ce que signifie être lumière dans la densité. L'âme et les formes de vie primitives, de la conscience collective à l'incarnation humaine. Avant que l'âme ne puisse pleinement s'incarner dans un corps humain, la Terre a connu des millions d'années d'évolution biologique. Durant cette période, la vie est apparue sous des formes simples, puis de plus en plus complexes. Cellules, organismes aquatiques, végétaux, insectes, puis animaux, et enfin les premières espèces proches de l'homme. Ce processus n'était pas isolé de la conscience. Non, bien au contraire. Chaque forme de vie a été à son niveau, animée par une énergie de base, une intelligence instinctive reliée à une trame globale. Ce que l'on peut appeler une conscience collective. Chez les animaux préhistoriques, par exemple, eh bien, cette conscience collective guidait les comportements essentiels à la survie, l'instinct, la reproduction, la migration, l'adaptation au milieu. Il n'y avait pas encore de mémoire individuelle évolutive, ni de choix conscients au sens profond du terme. Ces espèces vivaient à travers une conscience d'espèce, une matrice vibratoire partagée par tous les individus d'un même groupe. On pourrait dire qu'il s'agissait d'une expérimentation de la matière à grande échelle, avec une observation indirecte par la conscience universelle. L'âme, dans sa forme individuelle, ne pouvait pas encore habiter ces corps de manière stable. Les structures biologiques et cérébrales de ces êtres n'étaient pas encore prêtes à accueillir une vibration aussi subtile, aussi dense d'informations, de mémoire et de libre arbitre. Pourtant, cette phase était nécessaire. Elle a permis à la matière terrestre de s'habituer à recevoir et transmettre des niveaux croissants de conscience. Avec l'émergence des premiers hominidés, une transition s'est progressivement opérée. Ces êtres encore très instinctifs ont commencé à manifester des capacités nouvelles, fabriquer des outils, vivre en groupe, communiquer de manière plus complexe. Leur système nerveux évoluait, leur cerveau développait des zones dédiées à l'interprétation, à l'anticipation, à l'imagination. Ce sont ces avancées qui ont ouvert la voie à l'accueil d'âmes individuelles. Mais ce processus
ne s'est pas produit en un instant. Il s'est fait par phases, par tentatives successives. Certaines âmes ont commencé à s'approcher de ces corps, à y plonger partiellement, à expérimenter sans rester. C'était des essais d'incarnation parfois éphémères, parfois interrompus. Puis, à mesure que les capacités cognitives et émotionnelles augmentaient, l'incarnation est devenue plus complète, plus stable. L'âme pouvait enfin faire l'expérience d'un moi, d'un ressenti propre, d'un chemin personnel. Ce moment marque une rupture majeure dans l'histoire terrestre. À partir de là, l'expérience ne se limite plus à la survie ou à la reproduction. Elle devient évolutive. Chaque être porte désormais une mémoire propre, une direction, une série de choix. L'âme peut se rappeler, interagir avec l'autre, se projeter dans le temps, s'attacher, apprendre, créer et surtout, se transformer. Ce passage de la conscience collective à l'incarnation individuelle ne signifie pas que les espèces animales sont dépourvues d'âme. Mais leur fonctionnement reste en lien avec des champs collectifs plus larges, avec une conscience diffuse, moins focalisée. Tandis que l'âme humaine, elle, devient pleinement active en tant qu'unité expérientielle. Ce changement a ouvert la voie à tout ce qui viendra ensuite, la mémoire karmique, les relations d'âme à âme, la construction des civilisations et l'éveil progressif à l'origine spirituelle de l'être. C'est dans ce contexte que l'on peut parler, pour la première fois, de véritable incarnation consciente. Naissance de la Terre et appel aux âmes pionnières. La Terre ne s'est pas formée au hasard, bien que sa genèse obéisse aux grandes lois cosmiques, accumulation de poussière stellaire, fusion d'éléments, pression gravitationnelle. Sa naissance répond aussi à un dessein beaucoup plus vaste, celui d'un lieu d'exploration inédit pour la conscience. Parmi les nombreux mondes en expansion dans l'univers, la Terre s'est distinguée par une vibration particulière, une signature énergétique unique. Dès ses premiers soubresauts, bien avant l'apparition de la vie, la Terre vibrait déjà d'une manière singulière. Cette résonance subtile, plus qu'un appel, évoquait une promesse, celle d'un espace d'apprentissage radical pour les âmes prêtes à s'y aventurer. Un signal subtil, comme une invitation à venir participer à quelque chose de radicalement nouveau. L'incarnation dans une densité inédite. Alors cet appel ne s'adressait pas à toutes les âmes. Il visait celles qui, dans leur trajectoire d'évolution, étaient prêtes à expérimenter un monde aux lois très éloignées des plans subtils. Des âmes pionnières, des consciences suffisamment stables et mûres pour plonger dans une réalité fragmentée où le temps s'écoule de manière linéaire, où les sensations sont intenses et où l'oubli de soi est presque total. Répondre à cet appel n'était pas anodin. Vous pouvez imaginer. Parce que cela signifie accepter une forme de descente, un ralentissement vibratoire considérable. Ces âmes devaient ajuster leur fréquence pour s'approcher des couches plus denses de la réalité terrestre. Pour certaines, cela impliquait même une fragmentation partielle de leur structure afin de pouvoir entrer progressivement dans la matière sans se dissoudre ou la désintégrer. Vous pouvez imaginer ça? Le projet, lui, il était expérimental. Non pas dans le sens d'un test incertain, mais comme une tentative d'alliance entre la conscience pure et la matière brute. La Terre devenait quoi à ce moment-là? Eh bien, un laboratoire vivant où les âmes pourraient s'essayer à la séparation, à la mémoire incarnée, au libre arbitre poussé à son extrême. C'était un petit peu comme un pari sur la capacité de l'âme à conserver une trace de sa lumière au cœur d'un monde dense, instable, souvent imprévisible. Les premières âmes qui ont répondu à cet appel ne se sont pas incarnées immédiatement dans des corps humains. Elles ont commencé par se manifester dans l'atmosphère terrestre,
sous des formes énergétiques peu visibles, observant, ressentant, interagissant avec les éléments. Certaines ont accompagné les grandes étapes de l'évolution planétaire, l'émergence des océans, la stabilisation du climat, la formation des premiers écosystèmes. Elles ont infusé la matière, guidé la structure, des formes biologiques, préparé le terrain vibratoire. Puis, au fil du temps, certaines ont fait le choix de descendre davantage, de s'unir à des formes de vie rudimentaires pour expérimenter la densité de l'intérieur. Ces premières incarnations n'étaient pas encore complètes, mais elles ont permis aux âmes d'appréhender ce que signifiait être limité dans un corps, devoir s'adapter à un rythme biologique, ressentir le froid, la faim, la douleur, mais aussi l'émerveillement, l'instinct, la croissance. La densité terrestre a agi comme un filtre. Plus l'âme s'enfonçait dans la matière, plus elle devait lâcher certaines facultés. La mémoire directe de son origine, la perception instantanée des autres plans, la compréhension intuitive de tout. Cet oubli n'était pas une régression, mais une nécessité vibratoire. Pour s'immerger dans la matière, l'âme devait consentir à suspendre la mémoire directe de ses origines, comme on ferme les yeux pour mieux ressentir avec les mains. Alors, cette perte de repères a été le premier grand défi des âmes pionnières. Elles ont dû faire l'expérience du vide, du doute, de la solitude existentielle. Certaines n'ont pas pu rester. D'autres, par contre, ont persisté, se sont adaptées, ont appris à ressentir avec le corps, à penser avec des structures limitées, à se connecter aux autres, non plus par fusion vibratoire, mais à travers le regard, le toucher, la parole. Ces âmes pionnières ont initié le terreau d'une conscience incarnée, semant dans la densité terrestre la mémoire d'un ailleurs encore vibrant, mais voilé. On peut dire qu'elles ont inscrit dans les mémoires de la Terre le souvenir d'un ailleurs, d'un lien plus vaste, même si ce souvenir reste enfoui chez la plupart. Elles ont ouvert la voie à ce que nous sommes aujourd'hui, des âmes incarnées, souvent en quête, parfois perdues, mais toujours porteuses de cette intention première, celle d'explorer, d'éprouver, de se découvrir au cœur même de la matière. La Terre, en tant que projet expérimental, continue d'émettre cet appel, et chaque âme qui naît ici, en répondant à cet appel, s'inscrit dans cette longue lignée des pionniers. Chaque naissance humaine perpétue ce mouvement initié, faire descendre la conscience dans la forme et faire émerger la mémoire depuis l'oubli. La toute première incarnation. Il y a un moment précis mais indescriptible où l'âme ne regarde plus simplement la terre depuis les plans subtils. Elle s'approche, puis elle s'engage. Et ce pas-là, imperceptible dans le silence des plans vibratoires, marque le véritable début de l'expérience, l'incarnation. Mais que signifie réellement s'incarner lorsqu'on est une âme pure, issue d'un espace d'unité, sans corps, sans limite, sans séparation? Eh bien, je vais vous répondre. Cela signifie d'abord accepter une métamorphose radicale. Une âme ne descend pas dans un corps comme on entre dans une maison. Elle se plie, elle se filtre, elle s'ajuste. Elle ne perd rien de sa nature, mais doit la contenir dans un espace réduit, déformé par les lois de la densité. Imaginez-vous rentrer dans une boîte. Voilà, l'incarnation pour une âme. Ce n'est pas un simple déplacement, c'est carrément un changement d'état. Elle passe d'une conscience illimitée à une forme de focalisation extrême où chaque perception est fragmentaire, localisée, soumise au temps, à l'espace, au langage. Ce que l'âme percevait d'un seul mouvement se dissout dans une suite d'instants. Le temps linéaire n'existait pas pour elle. Désormais, il structure tout. Il faut attendre, choisir, douter, recommencer. La séparation devient une réalité tangible.
moi ici, l'autre là-bas. Le monde devient extérieur et cela provoque un bouleversement fondamental dans le fonctionnement de la conscience. Ce choc ne vient pas de la douleur ni même du corps, il vient du décalage absolu entre la mémoire intérieure et la perception immédiate. Ce que l'âme sait, elle ne veut plus le voir. Ce qu'elle ressent, elle ne peut plus l'exprimer librement. C'est ce décalage entre l'essence de l'expérience qui crée le premier vertige de l'incarnation. Pour traverser ce vertige, eh bien oui, il y a une continuité. Sans être dissoute, eh bien l'âme active un mécanisme qu'on appelle le voile. Non pas un oubli imposé, mais une mise en retrait volontaire de sa mémoire profonde. Elle ne renie pas qui elle est. Elle choisit de ne pas s'en souvenir entièrement pour vivre autrement. C'est une sorte de pacte, entrer dans l'inconnu sans les repères du connu. Et pour survivre dans ce nouvel état, quelque chose d'autre se met en place. Quelque chose qui n'existait pas avant. Et nous l'avons tous en nous. Vous ne devinez pas? Je vais vous le dire. L'ego. Et oui, c'est l'ego. L'ego n'est pas un défaut de l'âme, quand même. Il est une fonction adaptative, née pour gérer la discontinuité. Dans un monde où tout semble séparé, il permet de tracer des contours. Moi, pas moi. Il construit une structure, un centre de gravité psychique autour duquel l'identité incarnée peut se développer. Alors, ce moi temporaire devient le visage de l'âme dans la matière. Il organise les réactions, il gère la peur, il apprend les règles du monde physique. Mais il ne se souvient pas de l'âme. Et c'est ce qui crée la tension, ce décalage entre l'identité construite et la mémoire oubliée. Parce que l'ego, au départ, est une réponse saine à la séparation. Il devient une entrave seulement s'il se prend pour l'unique réalité. C'est pourquoi s'incarner pour une âme pure, ce n'est pas seulement vivre une vie, c'est traverser un champ de paradoxes, se croire seul tout en étant toujours relié. Chercher sa place dans un monde qu'on connaît sans l'avoir jamais vu. Construire une identité tout en portant une essence sans forme. Ce défi n'est pas une punition. Ouais, il ne faut pas le voir comme ça. C'est un chemin d'exploration unique que seule la matière peut offrir. L'âme ne chute pas dans la forme, elle choisit d'y entrer avec tout ce que cela implique. Limites, séparation, décalage, mais aussi l'intuition, mémoire enfouie et possibilité de retrouver un jour à travers ce monde qu'elle traverse. De l'âme collective à l'âme individuelle. Toutes les âmes ne naissent pas dans un même élan ni avec la même dynamique. Dans les premiers stades de leur existence, certaines âmes évoluent dans des structures collectives, fusionnelles ou polarisées. Ces formes d'organisation, qui peuvent sembler mystérieuses depuis notre perspective incarnée, sont en réalité des étapes naturelles dans le développement de la conscience. On peut distinguer 3 grands types de parcours. Les âmes groupées, les âmes jumelles et les âmes individuelles. Les âmes groupées sont issues d'un même foyer de conscience. Elles n'ont pas encore ressenti le besoin ou l'appel d'une expérience d'individualisation. Elles évoluent un petit peu comme une unité, presque comme une nuée, partageant une même mémoire, une même direction, un même champ de perception. Ces âmes sont souvent orientées vers des fonctions de soutien collectif, d'observation ou de régularisation vibratoire. Alors, elles participent parfois à des missions subtiles, mais sans se différencier l'une de l'autre. Leur expérience est globale, homogène, unifiée. Elles ne connaissent ni le moi, ni le toi. Elles sont un nous absolu. Ensuite, viennent les âmes jumelles. Elles sont le fruit d'une première polarisation au sein d'un même noyau d'âmes. C'est une forme de dualité originelle
non pas dans la séparation, mais dans la complémentarité. Les âmes jumelles partagent une fréquence identique, un même schéma énergétique, mais avec deux expressions distinctes. Elles peuvent se retrouver ou non dans une même incarnation. Leur but n'est pas la réunion constante, mais l'enrichissement de l'expérience à travers des angles de vue différents. Leur lien reste puissant quand même, qu'elles soient incarnées ensemble ou séparément. Il faut le savoir. Voilà, c'est un lien qui reste quand même très puissant. Leur existence est un miroir évolutif. Et on passe ensuite aux âmes individuelles. Ce sont celles qui ont choisi d'exister comme une entité totalement autonome, dotée de libre arbitre, d'un champ d'expérience personnelle et d'une conscience capable de se positionner seule face à l'univers. Ce choix ne se fait pas par rupture, mais par maturation. C'est un passage qui demande à l'âme de se détacher de l'intelligence collective pour explorer le contraste, la différenciation, les nuances. Cette étape marque souvent le début d'un long cycle d'incarnation dans des plans de densité où l'âme affine sa compréhension par l'expérience directe. Choisir de devenir une entité à part entière, c'est aussi, attention, c'est d'accepter de quitter le confort de la fusion, de l'existence vibratoire pour aller vers l'inconnu, vers le paradoxe, vers la confrontation, au différent. Ce choix ouvre la voie à la complexité, mais aussi à la richesse de la conscience. L'âme devient alors une exploratrice du lien. Elle ne baigne plus dans l'unité, elle la cherche, elle tente de la recréer à travers les relations, les émotions, les engagements, les ruptures. Elle apprend ce que veut dire aimer sans fusionner, comprendre sans absorber, exister sans dominer. Elle devient aussi une exploratrice du contraste, l'ombre et la lumière, la peur et le courage, la solitude et l'élan, l'oubli et la reconnaissance. Tout cela devient bien un terrain d'apprentissage. Car l'âme individuelle ne cherche pas simplement à vivre, elle cherche à comprendre en vivant. Ce parcours fait d'étapes multiples n'est ni linéaire ni définitif. Une âme peut longtemps osciller entre des formes d'existence collective et individuelle, entre mémoire fusionnelle et élan personnel. Mais à chaque pas, elle affine son regard, elle enrichit son propre rayonnement et elle contribue à cette évolution à faire émerger dans l'univers une conscience toujours plus vaste, toujours plus nuancée. L'oubli de l'âme est l'entrée dans l'âge de l'oubli. À mesure que les âmes se sont incarnées de façon répétée sur Terre, un phénomène profond s'est installé, celui du voile de l'oubli. Vous m'en parlez très souvent. Pourquoi nous n'avons pas de souvenirs? Alors, pour vous expliquer, pour apporter vraiment les réponses qui sont quand même très difficiles à apporter brièvement dans une réponse sur YouTube ou sur Facebook. Ce voile n'est pas une punition ni un accident. Et ben, pas du tout. Il est une composante naturelle de l'expérience terrestre, une couche vibratoire qui empêche la conscience incarnée de se souvenir pleinement de son origine et de l'ensemble de ses existences précédentes. Ce voile, il est lié à la densité même de la matière terrestre et aux fréquences spécifiques de cette dimension. L'oubli a une fonction essentielle, permettre à l'expérience d'être vécue comme nouvelle, spontanée, authentique. Si chaque être humain naissait avec le souvenir intact de toutes ses incarnations, de tous ses liens d'âme et de sa nature originelle, cela court-circuiterait une partie du processus d'apprentissage. Imaginez un apprenti qui va commencer un emploi. Il n'apprendrait rien. Voilà, il peut avoir déjà des connaissances, tout à fait. Mais il apprendra de plus en plus, malgré ce qu'il connaît déjà, même en étant apprenti. Et puis, il faut savoir aussi que le mental humain, est-ce qu'il pourrait vraiment contenir cette masse d'informations sans être submergé?
Imaginez-vous, vie après vie, tout ce souvenir, toutes les expériences, toutes les émotions, et ainsi de suite. Imaginez-vous pour une. Alors imaginez de plusieurs. C'est pourquoi le voile permet donc de vivre pleinement l'instant présent, de faire des choix en conscience limitée, ce qui donne tout son poids à l'expérience. Cependant, cet oubli a eu une conséquence majeure, la rupture progressive du lien conscient avec la source originelle. Peu à peu, parce qu'on parle du commencement quand même, hein. On ne parle pas que de maintenant. Donc peu à peu, les âmes incarnées ont commencé à s'identifier uniquement à leur corps, à leur nom, à leur rôle social, à leur culture, oubliant qu'elles étaient bien plus que cela. Elles ont construit des systèmes de pensée fondés sur la séparation, la peur, la survie, la lutte, croyant qu'elles étaient seules, isolées, sans origine ni direction supérieure. C'est dans ce contexte que l'on peut appeler l'ère des blessures de l'âme a commencé, à force de se réincarner sans souvenir clair de leur parcours. Les âmes ont accumulé des mémoires non résolues, des douleurs, des injustices, des pertes, des échecs, des trahisons. Ces traces vibratoires laissées dans le champ énergétique de l'âme ont engendré ce que l'on appelle les empreintes karmiques, le karma. Vous vous en souvenez, si vous avez regardé ma vidéo sur le karma, ce n'est pas une punition, mais une mémoire active qui appelle à être reconnue, comprise et transformée. Au fil des incarnations, certaines âmes ont reproduit les mêmes schémas, attiré les mêmes types d'épreuves ou de relations, non pas par fatalité, mais parce que leur champ vibratoire portait encore l'empreinte d'un événement non intégré. Ainsi est née une dynamique de réincarnation multiple où chaque vie vient non seulement offrir une nouvelle opportunité d'expérimentation, mais aussi permettre à l'âme de libérer progressivement ses charges anciennes. Mais plus l'oubli se renforçait, plus le lien conscient avec la source s'estompe. Certaines âmes, après de nombreuses incarnations, ont perdu totalement le souvenir de ce qu'elles sont. Elles se sentent vides, coupées, désorientées. Elles cherchent un sens, sans toujours savoir où le trouver. Ce phénomène, bien que douloureux, fait aussi partie du processus, car c'est précisément dans cette perte apparente que peut naître un élan de retour. Une quête intérieure, un appel à se reconnecter, à retrouver la mémoire, à comprendre que derrière les voiles, derrière les blessures, il reste une essence intacte. Ce passage par l'oubli, par la densité, par les réincarnations successives marquées par la souffrance, n'est pas une impasse. Il fait partie d'un cycle plus grand dans lequel l'âme apprend à se redécouvrir depuis l'intérieur, sans qu'on lui dise, sans qu'on le lui impose. Elle apprend à ressentir, à écouter, à discerner. Les défis de cette ère est immense. Traverser l'oubli, vivre dans la séparation, tout en portant en soi le potentiel du souvenir. Et ce potentiel, comme nous le verrons dans le chapitre qui vient juste après, commence à se réactiver chez de nombreuses âmes incarnées aujourd'hui. Le retour progressif de la mémoire. Depuis quelques décennies, un phénomène notable se manifeste à grande échelle. De plus en plus d'âmes incarnées sur Terre traversent un processus d'éveil intérieur. Il ne s'agit pas d'un éveil intellectuel ou spirituel au sens courant, mais d'un basculement profond dans la perception de soi, de la réalité et du sens de l'existence. Ce phénomène n'est pas spontané ni isolé. Il s'inscrit dans une dynamique globale liée à l'évolution vibratoire de la Terre et des blancs subtils qui l'entourent. L'environnement terrestre subit actuellement une transformation sur le plan vibratoire. Les fréquences globales s'élèvent progressivement, ce qui a pour effet de rendre plus accessibles certaines couches de mémoire de l'âme. Dans cette nouvelle configuration, les voiles de l'oubli évoqués précédemment deviennent plus perméables.
Certaines âmes, même incarnées depuis longtemps dans des cycles de réincarnation denses, commencent à se reconnecter à des souvenirs anciens, à des ressentis profonds qu'elles ne peuvent pas expliquer par la seule expérience de leur vie actuelle. Cet éveil prend des formes multiples. Pour certains, il se manifeste par un rejet radical des systèmes établis, des schémas de fonctionnement automatique. Pour d'autres, par une hypersensibilité, une perception fine des émotions, des intentions ou même des informations subtiles. Beaucoup ressentent une attirance instinctive pour les étoiles, pour certains lieux de l'univers ou pour des civilisations disparues sans forcément en comprendre l'origine. Ces élans sont souvent les premiers signes d'un rappel intérieur, un rappel vers leurs origines stellaires. Retrouver ces origines stellaires ne signifie pas fuir la réalité terrestre, ni chercher des réponses dans l'imaginaire. Cela renvoie à la mémoire profonde de certaines âmes qui, avant de venir sur Terre, ont expérimenté d'autres plans, d'autres systèmes de conscience dans l'univers. Ces mémoires ne sont pas toujours précises ni linéaires. Ce sont souvent des impressions, des élans, des certitudes intérieures que quelque chose en soi vient d'ailleurs. Cet ailleurs n'est pas nécessairement physique, mais vibratoire. Il représente un lieu d'origine, un espace dans lequel l'âme a acquis certaines qualités, certaines connaissances avant de les mettre au service de l'expérience terrestre. Dans ce contexte d'éveil progressif, les nouvelles générations d'enfants jouent un rôle essentiel. Depuis plusieurs années, de nombreuses âmes s'incarnent avec un degré de conscience élevé dès la naissance. Ces enfants sont souvent appelés indigo, cristallin ou arc-en-ciel, selon leurs caractéristiques vibratoires, présentent des capacités particulières. On va prendre l'intuition développée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le refus de l'injustice, le sens aigu de la vérité, mémoire intuitive du fonctionnement de l'énergie. Ils n'ont pas oublié qui ils sont, ou plutôt ils viennent avec des voiles beaucoup plus fins, ce qui leur permet de conserver, dès leur plus jeune âge, une conscience élargie de leur être. Ces enfants ne rentrent pas facilement dans les cadres classiques. Ils résistent au système éducatif rigide, questionnent l'autorité non fondée, expriment très tôt une profonde empathie ou une clairvoyance surprenante. Ils ne viennent pas pour s'adapter à un monde ancien, mais pour participer activement à sa transformation. Leur présence agit comme un catalyseur. Ils réveillent par résonance la mémoire d'autres âmes adultes qui avaient oublié, mais qui se souviennent à leur contact. L'ère actuelle est donc marquée par un double mouvement. La montée des fréquences vibratoires de la Terre et la descente de plus en plus d'âmes conscientes, venues avec des objectifs clairs. Celui de participer à la transition collective d'un monde fondé sur la séparation vers un monde où la mémoire de l'âme redevient accessible, vivante, active. Ce moment n'est pas un aboutissement, mais une étape, une phase où ceux qui s'éveillent retrouvent peu à peu leur chemin d'âme, leur origine énergétique et leur mission incarnée. Un temps de reconnexion où les enfants, par leur simple présence, rappellent aux adultes ce qu'ils ont oublié, que l'âme n'a jamais cessé de savoir. Elle a simplement attendu le bon moment pour se rappeler. L'âme, la terre et l'avenir. Une fois que l'âme a traversé l'oubli, expérimenté la densité, connu les blessures et a retrouvé peu à peu sa mémoire, une question essentielle émerge. Où allons-nous? Est-ce que l'âme, après tant de cycles, tant d'incarnations, tant de retours, a encore quelque chose à expérimenter ici sur cette terre? La réponse ne peut être ni simplifiée ni généralisée. Toutes les âmes n'en sont pas au même point de leur chemin. Certains viennent pour la première fois, d'autres pour la dernière. Mais ce qui se joue actuellement dépasse le parcours individuel. C'est une transition collective qui s'opère. Une bascule vibratoire à l'échelle d'un monde, pas du monde, d'un monde, et non plus seulement d'un être. Depuis un certain temps, une transformation subtile mais puissante est en cours.
La Terre n'est plus le théâtre isolé de parcours solitaires de souffrances silencieuses ou de quêtes individuelles. Elle devient un espace de convergence. De nombreuses âmes s'éveillent, non seulement à leur propre nature, mais aussi à leur rôle dans une dynamique plus large. Cette dynamique n'est pas imposée de l'extérieur, elle émerge naturellement d'une évolution vibratoire globale. L'humanité entre dans une phase où l'expérience ne repose plus uniquement sur la séparation, mais sur la reconnexion. L'âme n'est plus ici seulement pour apprendre à travers la douleur, mais pour contribuer, pour stabiliser une fréquence nouvelle, pour incarner des qualités qu'elle a longtemps cherchées. La clarté, la cohérence, la responsabilité, la transmission. Nous assistons à une montée progressive d'une vibration collective plus fine, plus lucide, plus juste. Une vibration qui ne repose plus sur la peur, la domination ou la survie, mais sur la présence, l'intégrité et la co-construction. Et oui. Donc dans ce contexte, les âmes anciennes ont un rôle crucial. Ce sont celles qui ont déjà vécu de nombreux cycles d'incarnation sur Terre ou dans d'autres systèmes vibratoires. Elles ont traversé l'oubli profond, les pertes, les combats intérieurs. Elles ont expérimenté l'amour et la solitude, le pouvoir et l'abandon, l'attachement et la transcendance. Ces âmes ne sont pas parfaites, mais elles sont mûres. Elles portent en elles une mémoire riche, une stabilité intérieure et surtout une capacité à maintenir un ancrage profond dans un monde en mutation. Le rôle des âmes anciennes n'est pas de guider de manière verticale ni de détenir des vérités. Il est de rayonner par leur alignement, d'incarner ce qu'elles ont intégré, de poser une présence dans leurs choix, leurs actes, leurs paroles, qui inspirent sans chercher à convaincre. Ces âmes sont des catalyseurs. Leur simple présence permet à d'autres de se rappeler, de se recentrer, de s'aligner. Elles sont comme, allez, on va parler de balises vibratoires dans un champ agité. Elles ne fuient pas le monde, elles y participent en conscience, avec lucidité et avec une forme de paix intérieure née de l'expérience. Aujourd'hui, l'âme n'est plus appelée à fuir la matière, ni à transcender l'expérience terrestre. Elle est appelée à incarner pleinement, à unifier ce qu'elle est dans l'invisible avec ce qu'elle manifeste ici, dans le concret. Cette incarnation nouvelle n'est pas spectaculaire, elle est simple, mais puissante. Elle s'exprime par la justesse, par la cohérence, par la capacité à rester présent dans le chaos, sans se perdre. C'est surtout ça, sans se perdre. Nous entrons dans un cycle où la mémoire de l'âme redevient disponible, non pour se souvenir du passé comme une nostalgie, mais pour construire l'avenir avec conscience. L'âme a encore des choses à vivre ici, pas parce qu'elle est incomplète, mais parce que la Terre devient un lieu de convergence entre la conscience et la matière, entre l'origine et la création, entre l'unité intérieure et l'expression extérieure. Ce n'est plus un monde à fuir, c'est un monde à co-créer. Et l'âme, plus que jamais, est prête à y jouer un rôle. L'âme, un voyage sans fin. Nous avons traversé ensemble les origines de l'âme, son apparition, ses premières incarnations, ses oublis, ses blessures, ses retrouvailles et aujourd'hui son rôle dans un monde en transformation. À chaque étape, l'âme nous révèle quelque chose de fondamental. Elle ne cesse jamais de se découvrir. Elle est mouvement, mémoire et lumière. Ce voyage nous enseigne que l'âme n'est pas une entité figée. Elle est un processus. Elle est une conscience en expansion. Elle apprend en aimant, en chutant, en choisissant. Elle cherche à comprendre, mais plus encore à ressentir. Car ce n'est pas la connaissance qui libère, c'est l'expérience vécue dans la conscience de soi. L'âme possède un potentiel illimité.
Elle peut aimer au-delà des formes, créer des mondes intérieurs d'une richesse insoupçonnée et transcender toutes les frontières que l'existence lui oppose. Rien, ni le temps, ni l'espace, ni l'oubli ne peut réellement l'éteindre. Chaque incarnation, chaque relation, chaque instant est une opportunité d'éveil, de croissance, de retour vers son axe profond. La Terre, dans ce parcours, tient une place particulière. Elle n'est pas le centre de l'univers, mais elle est une école unique. Une école exigeante, dense, intense, mais d'une richesse inégalable. Sur Terre, l'âme peut tout rencontrer, la matière, l'émotion, la dualité, l'épreuve et la beauté. C'est ici qu'elle peut apprendre à incarner ce qu'elle est vraiment. Mais la Terre n'est pas la seule voie d'évolution. Il existe d'autres plans, d'autres sphères, d'autres façons d'apprendre et d'aimer. Lorsque l'âme aura achevé ici ce qu'elle est venue chercher, elle poursuivra son chemin ailleurs selon ce qui vibrera juste pour elle. L'évolution est sans fin et chaque passage est un tremplin vers une expansion plus vaste de soi. Sachez que cette vidéo n'a pas pour but de convaincre, mais plutôt de faire résonner en vous une mémoire peut-être endormie, de vous rappeler que vous n'êtes pas venus ici par hasard et que même dans les instants les plus confus, une part de vous sait, une part de vous se souvient. Comme je le dis souvent, l'âme ne cherche pas la lumière. Elle cherche à se souvenir qu'elle l'a toujours portée, cette lumière. Si ce voyage vous a touché, écrivez un commentaire sous la vidéo. Voilà, vous savez très bien que je vous répondrai. Je réponds à tout commentaire et à toute question. Cliquez sur le pouce, voilà, ça fait toujours plaisir. Ça soutient et puis ça encourage. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à actionner la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.